Elle sort tout juste de détention illégale en Israël. Alma Dufour, députée insoumise, a pris la mer avec la flottille de la liberté pour briser le blocus à Gaza. Son engagement pour la Palestine, son écologie populaire, sa vision de la gauche, sans transition. On parle courage politique, désobéissance et solidarité internationale. Je vous laisse avec l'interview brute et je vous revois la semaine prochaine. Bisous Mehdi. Alors, on est le jour de la démission de Bayrou. Ouais. Peut-être la veille d'une dissolution. L'union de la gauche traverse beaucoup de tensions en ce moment. En tant qu'actrice majeure de cette union, comment tu te situes aujourd'hui et quel avenir tu lui vois ? C'est une grande question. Moi, je pense qu'il faut une union de la gauche, notamment pour des législatives, qu'on ne peut pas gagner l'Assemblée nationale, la majorité sans union. Néanmoins, l'union ne peut pas se faire à tout prix et elle doit se faire sur la base d'un programme. Un programme, c'est-à-dire qu'on doit avoir des mesures phares sur lesquelles on est tous d'accord, malgré nos différences. Il faut qu'on se rassemble sur l'essentiel. Or, on a un gros problème, c'est qu'il y a une partie, un des partis qui compose aujourd'hui, qui composait le NFP et qui composait la NUPES, vous savez de quel parti je parle, le Parti socialiste, qui a très peu de respect pour les programmes en fait, et a avoué très vite que le programme du NFP sur lequel il s'était engagé, en fait, il comptait pas le respecter. Dès octobre de l'année dernière, moi ça m'est tombé dessus parce que j'étais rapporteur sur une loi pour bloquer les factures d'électricité, bloquer le prix de l'essence et du gaz. C'était la deuxième mesure du programme du NFP, en numéro 2. Et les députés socialistes ne le savaient même pas et ils ont voté contre la proposition de loi. Donc c'est ça le niveau de respect qu'ils portent à leurs engagements. Et là, on le voit aujourd'hui, ils sont allés négocier. Déjà, ils ont refusé de censurer le gouvernement l'année dernière, alors qu'évidemment, c'était contraire au programme du Nouveau Front Populaire qui demandait de revenir immédiatement sur la réforme des retraites, justement le blocage des prix, l'augmentation des salaires. Mais là, carrément, ils vont négocier avec un tout autre programme. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'abandonner la relance par l'investissement. Ils proposent moins d'économies que les macronistes, mais c'est quand même un programme d'austérité budgétaire. Ils vont un tout petit peu chercher de l'argent sur les plus riches, mais pas beaucoup plus que Macron. C'est-à-dire qu'ils font un impôt à 15 milliards. Macron, l'année dernière, c'était 10 milliards qu'il allait prendre sur les hauts patrimoines. Donc il n'y a plus beaucoup de différence. Pas d'argent en plus dans l'écologie. Ils vont taper sur les classes moyennes avec la CSG. Bon, bref, on n'est plus du tout d'accord sur les fondamentaux économiques et sur le rapport aussi à l'Union européenne et à la désobéissance à certaines règles, parce que c'est ça le nœud du problème pour nous. Donc, tout ça pour dire qu'il faut une union, mais il faut avoir le courage aussi de regarder ce que proposent les uns et les autres. Et ce qui peut m'agacer par moments avec la posture des écologistes, par exemple, ça va être là en ce moment pour sauver leur tête au municipal, et il ne faut pas que les gens sur Instagram sont un peu trop naïfs. Pour sauver leur tête au municipal, ils vont dire on veut une grande union de Glucksmann à la France Insoumise sans jamais trancher, en nous mettant sur un pied d'égalité. Comme si c'était la même chose Glucksmann que la France Insoumise, comme si c'était la même chose voter la censure ou pas la voter, etc. C'est pas du tout la même chose. En faisant ça, ils refusent d'aller dans le fond, ils refusent d'aller dans les programmes. Et le peuple de gauche a besoin de s'éduquer aussi, a besoin de lire les programmes, a besoin de comprendre la différence entre une politique austéritaire libérale, même bien que moins pire que celle de Macron, et une politique de relance par l'investissement, entre une politique sociale et une politique libérale. Et donc, en fait, voilà. Et comprendre aussi pourquoi nous, ça fait 15 ans qu'on qu'on crée un parti de gauche de rupture, qu'on travaille avec des économistes, des chercheurs, des gens qui travaillent à l'INSEE, des gens qui travaillent à Bercy, qu'on a un modèle économique qui est certes perfectible, mais qui tient la route. C'est pas pour l'abandonner parce que Glucksmann, il est marié avec Léa Salamé, donc il va passer à la télé plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est ce que j'attends des gens et des sympathisants larges de la gauche, c'est qu'ils prennent aussi une part de leur responsabilité sur l'analyse de la situation. Parce qu'en tant qu'électeur et électrice qui demandent l'union à juste titre, il faut quand même que vous sachiez un peu où vous vous situez dans le grand diagramme en fait, des programmes qui vous sont proposés. Et donc, tout ça pour dire que oui, il faut une union, mais elle ne pourra pas se faire avec place publique. Et elle ne pourra pas se faire sans doute avec une partie du Parti socialiste qui, de toute manière, a déjà dit depuis un an qu'il n'y aurait plus jamais d'alliance avec la France insoumise. La partie que j'appelle de droite, celle qui gouverne chez moi, c'est-à-dire Nicolas Meyer-Rossignol, le président de la métropole de Rouen, tous les maires des villes de ma circonscription, et aussi leurs adhérents qui, pour que les gens le sachent, ont voté blanc quand j'étais face au RN au deuxième tour dès 2022. Donc ce sont des gens qui se comportent comme les macronistes, donc ils nous font des chantages au vote blanc. Même quand c'est l'extrême droite qui peut gagner. Donc on n'est pas du tout... Alors que nous, nos électeurs, jamais ils feraient ça. Et c'est toute la différence. Donc en fait, voilà, moi je veux alerter les jeunes, les gens qui croient à l'union, et ils ont raison d'y croire, mais d'être un peu, de faire un peu gaffe aussi à ce que les uns et les autres racontent. Merci. Donc maintenant, on va parler
d'écologie. Ouais. Donc tu opposes souvent une écologie punitive à ton idée d'écologie plus populaire et industrielle. Concrètement, c'est quoi cette vision et comment elle peut créer de l'emploi local tout en répondant à la crise climatique et sociale? On a bien travaillé notre dossier, t'as vu? Ouais, je suis fan, écologie populaire. Effectivement, c'est un terme, pour moi, c'est le sens et le cœur, le nerf de mon combat politique. Il est là, si je dois le résumer en un mot, c'est celui-là. Donc en gros, l'écologie populaire, c'est une écologie qui prend tous les grands enjeux en fait, climatiques, qui ne fait pas du prêt-à-penser facile, genre, en fait, qui fait toujours très très attention à quel impact une mesure écologique va avoir sur les classes populaires et sur les classes moyennes, et qui prend surtout la question globale de l'impact écologique. En fait, je vais préciser ma pensée. Toutes les politiques écologiques depuis une décennie ne pensent pas à la question des émissions importées. Les émissions de carbone que l'on importe avec les produits que l'on importe. La France est importatrice nette, son déficit commercial est assez dégradé, un des pires d'Europe. Bon, ça, c'est au niveau économique. Mais avec ça, entraîne aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qu'on importe avec les produits que l'on importe. Or, en fait, quand tu prends en compte ces émissions-là, elles annulent quasiment les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a réussi à opérer sur le territoire français. Ce que je veux dire, c'est qu'en mettant sous le tapis la moitié de nos émissions, parce que c'est quasiment la moitié de nos émissions, on a une vision de l'écologie qui est excessivement biaisée et qui va être par essence pas trop tournée sur la production, sur l'industrie, sur ce qui peut créer de l'emploi pour les ouvriers des classes populaires et des classes moyennes, et notamment de l'emploi chez moi. Or, si tu renverses la logique et que tu raisonnes en termes de production et de baisse des émissions globales, tu te rends compte évidemment qu'il est plus intéressant de produire en France pour le bilan carbone, parce que tu émettras moins, parce qu'on a un bilan carbone à la production qui n'est pas si mauvais, ça il faut le dire, mais aussi parce que, évidemment, produire en France, ça a un coût. Ça a un coût, et le coût qu'il va falloir absorber en augmentant les salaires, etc. Mais c'est-à-dire que tu ne pourras pas produire du textile, par exemple, en France, au même coût que sorte une robe Shein ou une robe Kiabi. Donc, tu vas devoir augmenter un peu les prix des vêtements moyens, mais en même temps, nous, tous nos programmes, c'est d'augmenter les salaires aussi, donc en fait, de faire une boucle vertueuse. Mais donc, du coup, tu vas faire moins de surproduction, parce que c'est le deuxième problème, grand problème de la crise climatique, c'est la surproduction. Il y a la pollution à la production et la surproduction en général, les quantités que l'on produit. Si tu prends l'électronique, le textile, etc., c'est toujours le même problème. Donc, en fait, notre raisonnement, il boucle dans une boucle parfaite, c'est-à-dire en fait quand tu reproduis chez toi, localement, dans des bassins locaux, tu produis moins, tu produis mieux, tu consommes moins, tu consommes mieux. Et donc à la fin, en fait, tu arrives à une écologie qui crée de l'emploi, qui chiffre le spectre, en fait, les gens redeviennent des travailleurs, des producteurs plus que des consommateurs. Ça change aussi beaucoup politiquement les rapports de force que tu peux entretenir avec la classe dirigeante. Et donc c'est ça que j'appelle l'écologie populaire, c'est-à-dire que c'est une vraie écologie, hein, c'est pas du tout, on n'attendra que les gens avant de faire quelque chose, mais c'est prenons ce qui émet le plus, et croisons les questions d'emploi et essayons de faire une politique qui, à la fois, vraiment réduise rapidement les émissions et en même temps crée beaucoup d'emplois. C'est typiquement le cas avec, par exemple, la voiture électrique. Alors moi, je suis un grand soutien de la voiture électrique. Je sais que ça ne plaît pas toujours et évidemment, j'ai tout à fait conscience que la voiture électrique pose des enjeux d'accaparement des ressources, des problématiques liées au lithium notamment et liées au cobalt. Après, je mets en garde aussi les gens qui lisent un peu, qui connaissent pas bien le secteur des métaux aussi, du cobalt, il y en a partout, il y en a dans votre téléphone, il y en a dans les éoliennes, je veux dire en fait, c'est pas un problème lié à la voiture électrique spécifiquement, le lithium un peu plus, vu les quantités. Et le lithium, le problème, c'est vraiment son exploitation et le fait que ça consomme beaucoup d'eau. Bon, mais ça se recycle, on sait le recycler, mais on le recycle pas encore parce que ce n'est pas rentable, industriellement parlant. Donc tout ça, voilà, ça se pense. Mais la voiture électrique, elle n'est écologique et abordable que si elle est légère et pas chère. Et en gros, il faut arrêter le SUV. Le SUV électrique, évidemment, ça pollue même plus qu'un SUV thermique. Donc en fait, c'est comment tu le penses. Mais moi, je suis pour qu'on fabrique en France des petits véhicules électriques abordables pour les classes populaires et les classes moyennes et qu'on fasse une relance qui en même temps permette de préserver les emplois et de rapidement décarboner la mobilité, qui est le secteur en France dont les émissions ne baissent pas. Voilà par exemple un truc très concret pour moi d'écologie populaire. C'est-à-dire pas la bagnole électrique qu'on nous vend aujourd'hui, pas le SUV qui est en fait aussi polluant qu'un thermique et qui coûte 40 000 €. Ça, c'est l'inverse de l'écologie populaire. Moi, ce que je veux, c'est une bagnole à 15 000 €, légère, pas chère, abordable et avec des aides publiques s'il faut, mais voilà, et qui fasse tourner les usines en France. Merci.
Alors Alma, on t'a surnommé l'ennemi numéro 1 d'Amazon, après des blocages qui ont fait reculer la multinationale. Ouais. Qu'est-ce que cette victoire dit de l'efficacité de la désobéissance civile en France aujourd'hui? Bah, ça dit long en fait. Enfin, moi, ça m'a toujours. Ça a dit qu'en fait, on n'était que 200 à peu près dans toute la France à vraiment s'organiser sur cette campagne. Sur les blocages, on pouvait être plus nombreux, mais vraiment, les gens qui travaillaient sur cette campagne, on était 200. Et encore. 200 personnes organisées qui commencent à créer des réseaux dans toute la France, qui commencent à accumuler du savoir, parce que c'est beaucoup par l'information et le savoir et des enquêtes en fait où on allait débusquer Amazon à des endroits où ils se cachaient, etc., qu'on a réussi ce qu'on a réussi à faire. 200 personnes qui s'organisent peuvent beaucoup. C'est une question de communication, d'information, de détermination. Et bon, évidemment, on n'a pas réussi à tout changer, à arrêter le modèle Amazon. Hein, mais c'est vrai qu'on a tous été très fiers de l'impact que notre mobilisation, elle a eu, parce qu'on a réfléchi en fait beaucoup aux points faibles d'Amazon. Et tout ennemi, tout adversaire a un point faible, et même une grande multinationale comme Amazon a des points faibles. Et ça, c'est hyper intéressant. Comment tu penses une stratégie, comment tu es déterminé, parce que ça va mettre beaucoup de temps, mais comment en fait des citoyens lambda, sans armes, sans violence, sans moyens particuliers, arrivent à déjouer certaines implantations. On a empêché 5 entrepôts de se construire en France. Et on a tout essayé, des blocages, la justice, enfin voilà. Et en fait, notre théorie se caractérisait par, en fait, on utilisait tous les moyens à notre portée. On était très stratège et on s'alliait avec des secteurs de la société où a priori on n'était pas censé avoir grand-chose à faire ensemble, comme par exemple les commerçants. On a beaucoup travaillé avec la Fédération des commerçants de France, donc, qui représente 2 millions de petits commerces, enfin voilà, quelque chose de rien à voir avec les activistes écolos, les zadistes et tout, machin, et on arrivait à se mettre autour d'une table et à travailler ensemble, ce qui donnait beaucoup de force politique à notre mouvement aussi, dans les petites villes, etc. Et donc voilà, donc ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Quand le peuple s'organise, quand le peuple travaille sur une stratégie, quand les gens se disent, voilà, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait, mais en fait, c'est à la portée de tout le monde de réfléchir à une stratégie, de la mettre en œuvre, et ça marche vraiment. Donc j'encourage les gens à se lancer dans des campagnes. Moi, j'ai jamais tant appris qu'en faisant ça, hein, clairement. Justement, tu ouvres la porte à la prochaine question. Des amis de la Terre aux Gilets jaunes, tu as multiplié les terrains de lutte. Ouais. Comment tu relis ces expériences et le fameux slogan fin du monde, fin du mois? En fait, ça a été les Gilets jaunes, ça a été la claque un peu pour beaucoup de gens, pour moi aussi. Je pense que ça a été un moment hyper fort dans l'histoire de notre pays, qui a redéfini beaucoup de manières d'analyser la société. Les ONG écologistes n'ont pas vraiment vu venir le truc. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font plus les mêmes erreurs sur les questions de on va augmenter les taxes sur l'essence et le gaz et tout va aller mieux. Mais il y en a encore qui sont encore dans ce schéma-là, et je leur recommande fortement d'arrêter de faire toujours les mêmes bêtises. Je le dis, hein, parce que c'est aussi mes amis, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup bossé, je sais qu'ils ne pensent pas à mal. Mais le signal prix sur les énergies fossiles, ça ne fonctionne pas. Penser que les classes populaires vont pouvoir encore se serrer un cran la ceinture pour être plus vertueuses, c'est pas le cas. La ZFE, ça a échoué parce que les ZFE, zone à faible émission, ont échoué parce que les gens, en fait, que tu le veuilles ou non, ils n'ont pas les moyens de se payer une nouvelle voiture. Ils n'ont pas les moyens de faire arriver une ligne de bus d'en face de chez eux. Donc tout ce que tu vas trouver à faire, c'est soit les obliger à rouler avec des voitures où ils pourraient se prendre des amendes, soit rien du tout. En fait, c'est tout. Parce que chez moi, elle n'a pas été respectée, la ZFE, parce que les gens, ils n'avaient pas de quoi. Il n'y a plus de voitures sur le marché de l'occasion, etc. Donc en fait, ça vient d'une vision qui est une vision un peu bourgeoise, il faut le dire, qui stigmatise les classes populaires et qui confondent les classes moyennes hautes et les classes populaires, qui ont vachement de mal à imaginer qu'en France, il y a des gens qui sont vraiment pauvres, même quand ils bossent. Et ça, je pense que les Gilets jaunes, ça l'a rappelé à tout le monde. C'est-à-dire que oui, tu peux bosser 39 heures, 40 heures par mois, tu peux bosser en 3-8, c'est-à-dire te lever à 4 heures du matin une partie de la semaine, puis après commencer à 21 heures le soir. Ça, les gens chez moi, ils font ça. Et pas arriver à joindre les deux bouts au bout du 15 du mois. Et donc, effectivement, tu prends 100 € à ces gens-là, non, ça va pas bien se passer, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment une méconnaissance de gens qui vivent beaucoup dans les centres-villes, qui portaient l'écologie jusqu'à maintenant, qui ont quand même pas trop conscience, j'ai l'impression,
qu'il y a les classes moyennes, puis il y a vraiment les classes populaires. Et les classes moyennes basses, c'est que c'est en train de fusionner en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Et c'est pour ça qu'on dit fin du monde, fin du mois. Il faut vraiment pas oublier que pour beaucoup de gens, voilà, évidemment, pour l'instant, ce qui les concentre le plus, c'est comment ils finissent le mois sans être à découvert. Et que donc, du coup, la question des alternatives, par contre, la question que ce soit des gens qui sont en première ligne par rapport au changement climatique, que ce soit des gens qui seront vulnérables si tu les laisses dépendants d'une voiture à essence, quand l'essence, elle sera à 3 € le litre, parce qu'il y aura la guerre encore plus qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, quand j'explique ça aux gens sur la voiture thermique, les gens n'ont pas grand-chose à dire. Je dis, mais en fait, on ne peut pas rester dépendant du thermique parce qu'on ne produit pas de pétrole. Et là, en ce moment, vous voyez les tensions géopolitiques maximales qu'il y a. Là, on a déjà vu ce que ça donnait notre dépendance au gaz. Et en fait, c'est un très très mauvais calcul pour les classes populaires de dire bah, c'est pas grave, on va rien changer. Et puis dans 30 ans, dans 10 ans, il y aura peut-être du pétrole ou pas, on ne sait pas. Et en tout cas, ils vont nous le vendre très cher. Donc en fait, c'est un mauvais calcul. Donc oui, les classes populaires seront les plus vulnérables au changement climatique. Donc en ce sens-là, fin du monde, fin du mois. Mais elles n'ont pas les moyens de leur propre transition écologique. Et donc en fait, c'est la question de ne pas faire d'écologie punitive du coup, et de toujours mettre les alternatives avant la contrainte sur les classes populaires. Et c'est ça, en gros, comment je le résume. Tu ne peux augmenter les prix du gaz et de l'essence et de l'électricité que si tu as d'abord donné les moyens de changer ta chaudière, de rénover ton logement, de changer de voiture. Si les gens n'ont pas les moyens de le faire, tu vas juste les assassiner un peu plus dans leur porte-monnaie. Mais soit ils ne vont pas se chauffer, donc merci. L'impact que tu auras eu, c'est que les gens en hiver ne se chauffent plus. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Parce que les factures sont trop chères. Soit ils vont se priver de manger pour aller travailler avec leur voiture à essence, voilà. Donc c'est pas possible. Donc ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit fin du monde, fin du mois. C'est ça que moi, en tout cas, je mets derrière dans ce slogan. C'est qu'effectivement, les classes populaires ont intérêt à la transition écologique, mais c'est pas elles qui ont les moyens en premier de la réaliser, quoi. Voilà. Tu as annoncé ton départ sur la flottille pour Gaza. Pourquoi tu as décidé de t'y engager personnellement et qu'est-ce que tu espères que cette action change dans le débat politique français ? Alors pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça parce qu'on passe quand même sur un registre d'action qui est quand même qui est très dur et très engageant. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on voit que la réaction israélienne est bien plus dure, bien plus violente que les précédentes flottilles. Déjà, tout ce qu'ils ont fait sur les précédentes flottilles était complètement illégal. C'était du kidnapping en pleine mer et de la rétention illégale de nos camarades, députés ou pas, journalistes aussi. Mais là, on en est à des menaces claires sur la vie des participants des flottilles, menaces ou sinon de prison à durée indéterminée, donc encore une fois en toute illégalité. Et il y a un bateau qui a été bombardé par un drone, et on sait qu'il y a des avions de chasse israéliens qui sont positionnés sur des bases militaires en Méditerranée, des bases militaires américaines. Donc, c'est une action qui est lourde de conséquences pour tout le monde. Et la question, évidemment, que me posent mes proches, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que c'est pas avec 30 bateaux que tu peux arrêter un génocide et l'issue est peut-être juste la prison ou la mort, ou on ne sait pas. Mais la question, du coup, c'est en fait la question des valeurs, la question de porter haut et fort le fait qu'on ne peut pas abandonner l'humanité et que du coup, en fait, c'est une question de symboles aussi, mais les symboles sont très importants dans cette période. Parce qu'en fait, si personne n'est capable de faire un pas vers sa propre mise en danger, vers risquer quelque chose, et je ne parle pas que d'aller sur la flottille, mais je m'adresse aussi aux acteurs, aux actrices, aux chanteurs, aux chanteuses, à tous les gens qui ont une influence et qui ont longtemps hésité à parler, qui encore aujourd'hui hésitent à parler parce qu'ils ont peur de perdre des contrats, etc. C'est une réalité. En fait, si dans notre société, personne n'est prêt à risquer un peu ou beaucoup, pour empêcher qu'on massacre des enfants devant nos yeux, parce que c'est filmé en plus, on se dirige vers une période en fait de société très très compliquée, parce que ça voudra dire qu'on a sciemment abandonné en fait le côté central de ces valeurs-là. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui compte aussi, c'est de montrer que des gens, y compris dans des pays occidentaux, y compris en France, malgré l'inaction et puis la complicité en fait, morbide de ce gouvernement depuis 700 jours, sont prêts à risquer des choses.
et qu'on n'est pas les seuls, et qu'il y en a dans plein d'autres pays, et qu'il y a une jeunesse dans le monde entier qui ne pardonnera pas ce qui est en train de se passer, et que cette jeunesse est aussi celle qui bâtira l'avenir dans différents pays. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que c'est excessivement douloureux d'être forcé de contempler cette situation depuis 700 jours et de ne pas pouvoir faire plus. C'est excessivement douloureux aussi d'être forcé de mettre sa propre vie en balance comme un martyr un peu pour on ne sait pas quel impact. Mais il est hors de question qu'on laisse ce qui se passer sans rien faire. Voilà, je suis désolée, je suis un peu émue parce que... C'est normal. Bah, c'est normal en fait. C'est ceux qui sont pas émus qui m'inquiètent. Ouais. Voilà. C'est beau comme message, c'est fort. Ouais. Merci beaucoup. Pardon. Non, mais je t'en prie. Merci pour ton engagement. Après, voilà, je vais pas faire mon héros. Hein. Enfin, on a tous la trouille, hein, c'est normal. Bah ouais. Mais on a la trouille pour toi aussi. C'est super rassurant. Non, et puis aussi, pour être tout à fait honnête, si c'est la prison, je veux pas me retrouver dans la situation absurde de devenir moi-même un otage, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et en fait, on me dire, bah merde, en fait, finalement, tu te retrouves aussi instrumentalisé. Et ça aussi, ça pourrait vraiment se passer si vraiment les relations, ce qui j'espère est le cas, dégénèrent entre Israël et la France, parce que c'est plus possible de les laisser faire en toute impunité. Effectivement, enfin, la question se pose de comment l'incarcération de citoyens français, et surtout a fortiori des députés, peut être dealée. Et je voudrais pas, du coup, de manière complètement involontaire, devenir un obstacle. Vous voyez ? Et ça aussi, je suis en train de le penser très fort. Je me dis, mais quels sont les scénarios probables ? Et en fait, si on est retenu comme des otages et que du coup, c'est au détriment de sanctions, enfin voilà, c'est une vraie question aussi. En voulant aider, tu te retrouves... Et c'est ça, en fait, le truc qui est terrible dans cette situation, c'est le sentiment d'impuissance que tout le monde ressent. Et c'est insupportable. Et ça a détruit beaucoup de gens de l'intérieur, je le sais, beaucoup de jeunes. Et on essaye tous de trouver une manière de dealer avec ce sentiment d'impuissance. En tout cas, souvenez-vous de ce que vous ressentez et je vous garantis, et c'est une promesse que je vous fais, c'est que ça restera pas impuni. Voilà. Tu assumes ton antimilitarisme et ton soutien à la cause palestinienne, quitte à déclencher des polémiques. On se souvient notamment de ce passage où tu as dit que l'Iran était l'agressé et Israël l'agresseur, qui avait fait énormément polémique. Merci pour ça. Merci. Oui, sachant que j'ai aussi dit dès la première phrase que je combattais le régime des mollahs, ce qui est le cas. Mais bon, évidemment, ils ont choisi de retenir ce qui les arrangeait. Mais oui. Enfin, c'était clair. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Encore une fois, nous, on parle, et je le redis ici, on parle le langage du droit international. Dans le droit international, c'était très clair. L'Iran était l'agressé, Israël l'agresseur. Point. Il n'y a rien à dire, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Quoi qu'on pense du régime iranien. Enfin, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Et pour autant, j'étais la marraine... De plusieurs condamnés à mort iraniens donc qui ont été emprisonnés dans le cadre des manifestations Femmes, Vie, Liberté. Ça m'a fait beaucoup de mal, parce qu'il y en a un qui a malheureusement été pendu. Donc c'est pas simple, parce que bon, même quand vous avez une marraine symbolique, et on vous recevait des messages de la famille, des amis. Et moi je me souviens que les belles âmes, enfin c'est pas du tout des belles âmes, mais les dégueulasses plutôt qui m'ont accusé de soutenir le régime des mollahs à l'époque. Il n'y avait pas grand monde qui s'excitait sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Moi, j'écrivais des tweets, tout le monde s'en foutait. J'appelais les médias, tout le monde s'en fichait. On envoyait des communiqués de presse, personne ne nous répondait. Il y a juste Radio Catholique Française, RCF, qui avait fait un très belle interview. Donc, je les remercie, puisqu'ils sont là. Et donc, c'est trop facile d'ignorer un sujet pendant un an. On était les seuls, quasiment... Non, il y avait d'autres députés de gauche, quand même, pour leur rendre cet hommage-là. Et là, maintenant, d'un coup, on devient des soutiens du régime des mollahs. C'est absolument incroyable. Mais bon, c'est comme ça pour tout, pour le Yémen aussi. C'est les mêmes qui ont soutenu l'envoi d'armes. Enfin, c'est les mêmes qui disaient rien quand l'Arabie Saoudite envoyait des armes pour massacrer les... Enfin, quand on envoyait des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites, et qui maintenant ils disent « Ah, vous avez jamais parlé du Yémen, c'est complètement faux. On était les seuls en commission de défense à demander des comptes. » Mais ça, c'est vite oublié. On est les seuls à avoir parlé du Soudan.
aussi au niveau de l'Union européenne, puisqu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi à cause de l'Union européenne qui a filé de l'argent aux milices qui gardent la frontière, pour qu'elles gardent la frontière soudanaise et qu'elles empêchent des réfugiés de passer la frontière, d'aller en Libye, puis après d'aller en Europe. Donc en fait, ils ont filé de l'argent aux Janjaouides, en fait. L'Union européenne, je le redis, a filé de l'argent aux Janjaouides, et maintenant ce sont ces gens-là qui massacrent des gens au Soudan, qui remassacrent, parce que c'était déjà eux pendant le Darfour et tout. Mais c'est nous, en fait, qui parlons pas du Soudan. Pareil, le Congo. Moi, j'ai travaillé sur les questions d'exploitation des enfants au Congo dans les mines pour la filière du smartphone. Tout le monde je vais être vulgaire, tout le monde s'en battait les reins. Enfin, pardon, mais moi, quand l'iPhone 10 est sorti, on était tellement seuls. Et là, pareil, quand il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, on était, nous, l'AFI, on était les seuls, et on nous disait, ah ouais, vous êtes des rabat-joie, etc. On était les seuls à dire, bah non, en fait, c'est pas des conditions pour accueillir une Coupe du Monde, 6000 morts, etc. Ah là, on est très moins d'islamo-gauchistes, bizarrement, quand c'est le Qatar. Enfin, vous voyez, comme si nous, on était incapables de critiquer un pays musulman, alors qu'on est le seul mouvement politique en France à avoir dit quelque chose. Donc, tout ça est absolument grotesque, et c'est dommage que les gens y croient, et une partie de moi, enfin, des gens qui regardent la télé croient à ça. Et une partie de moi ne peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils sont pas très cultivés sur les questions internationales. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous censés avoir un master dans géopolitique. Donc, c'est des sujets qui sont difficiles à cerner quand tu es loin de ça. Et que si on te répète à longueur de journée que la réalité, c'est ça, voilà, c'est difficile de ne pas tomber dans le panneau. En fait, quand on te ment sur les retraites, sur les salaires, sur l'économie, t'as ta vie, tu t'en rends compte. Enfin, tu vois, t'es pas... C'est pour ça que les gens, ils sont pas abusés par les les mensonges des macronistes à la télé sur l'inflation, etc. Mais bon, sur la géopolitique, c'est plus compliqué. C'est pas ta vie, c'est lointain. Donc effectivement, je peux pas jeter la pierre aux gens qui se font laver le cerveau par les chiens de garde. Mais du coup, merci d'avoir rétabli un peu de vérité là-dedans, quoi. J'essaye. Hein. Après, c'est ce qu'on se dit aussi. On fait de la politique pour gagner, mais pas au détriment de nos valeurs les plus fondamentales. Et moi, vraiment, dans l'absolue incertitude de ce qui se passe mondialement, de ce qui se passe à l'échelle française, du basculement vers l'extrême droite de beaucoup de pays, dans l'absolue incertitude de toutes ces situations-là, je préfère me dire que moi, j'aurais toujours dit ma vérité. Parce que bon, après... Mais que j'aurais toujours dit la vérité. Et que ma contribution, mon cadeau, on va dire, que je peux faire aux Françaises et aux Français, c'est ma sincérité. Et j'aurais rien à regretter si j'ai toujours dit ce que je considérais être la vérité. Après, évidemment, on peut faire des erreurs. Mais c'est vraiment ma ligne de conduite, en fait. Parce que du reste, je suis sûre de rien. Mais au moins, je suis sûre de ça. Donc voilà, même ce quitte à perdre. Mais au moins, je pourrais me regarder dans une glace, quoi. On passe à la suite. Du coup, on change un peu de sujet. Face à la montée du RN, qu'est-ce qui pour toi est le plus efficace ? Occuper l'espace avec des tribunes, des punchlines pour un peu noyer leur voix, ou construire patiemment des alternatives de terrain ? Ah ah ! C'est un vrai sujet. Je pense que sur le temps long, c'est construire les alternatives de terrain, en réalité. Les punchlines et notre présence sur les plateaux télé, c'est du défensif et c'est super qu'on le fasse, on ne peut pas abandonner le terrain. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est la structure des territoires et ce qui s'y passe réellement. Et effectivement, et ça prend beaucoup plus de temps. C'est qui vit dans quel village, dans quelle petite ville, les lieux de sociabilité, ouvrir des cafés. Pardon, ça peut paraître débile, mais moi, un des plus gros combats que j'ai menés ces derniers mois, c'est essayer de sauver un bar-tabac dans une petite ville de ma circonscription, Cléon, ville de 4000 habitants. Et un couple adorable, je ne vais pas vous refaire l'histoire, bon, finalement, le tribunal de commerce les a sauvés, ce qui était quand même pas gagné, surtout que tous les autres les avaient abandonnés, métropole, région, le maire, tout le monde, enfin le maire même, il voulait les voir couler. Et en fait, évidemment, je voulais sauver ce bar parce que j'aimais bien ce couple qui est un couple adorable, parce que les gens avaient envie de garder ce bar, mais aussi sur un sujet de plus long terme. C'est-à-dire qu'après, tu vas te plaindre qu'une ville bascule au RN si le seul lieu de sociabilité, il a fermé. Mais c'est vraiment l'histoire qui se répète partout. Et c'est un lieu où les gens se rencontrent de tous âges, de toute classe sociale, de toute origine, enfin vraiment quoi. Et donc, moi, et en fait, ça, c'est des combats hyper importants. Le combat avec les parents d'élèves, le combat avec les ouvriers des usines,
qui est là au moment où ça craque. Mais pour être là, il faut être là. Et c'est difficile. Il y a des endroits où la gauche a tellement déserté, les professions intellectuelles, les profs, etc. ont tellement déserté le terrain que c'est difficile de militer. Même c'est difficile pour les gens de gauche de militer, quoi. Je sais que dans l'Eure, par exemple, le département à côté du mien, il y a des campagnes où les militants, ils ont peur, quoi. Ils ont carrément peur d'aller coller des affiches. Ça, on devient là. Et en fait, c'est vrai aussi dans une partie du monde rural, ça devient, on a perdu beaucoup de terrain et réinverser ça, ça va prendre du temps. Mais il faut l'avoir en tête. Si on n'arrive pas à gagner, il faut continuer de se réinstaller aussi dans les campagnes, de créer des structures associatives, d'apporter des services publics, d'apporter du lien. Parce que c'est que comme ça que sur le long terme, tu peux vaincre l'extrême droite au cœur, quoi. Et vraiment, moi, les gens RN de ma circo, il y en a que j'ai réussi à détourner à remettre dans le droit chemin, non, je rigole, mais à détourner du RN, mais en fait, ça se fait en aidant les gens, tout simplement. Ça se fait pas à coup de doctrine théorique, en fait, ça se fait quand tu es là, en fait, quand tu es là et que tu peux aider les gens sur leurs factures, sur leurs problèmes. C'est comme ça que tu y arrives. Tu n'y arrives pas toujours, mais c'est comme ça qu'on a réussi pour pas mal de gens. Ouais. Merci. Alors, on a rappelé un peu plus tôt que tu as un passé de militante qui donne une légitimité supplémentaire en plus d'être élue. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de parler à l'Assemblée et comment tu utilises cette voix pour représenter justement les sans-voix, entre guillemets? Ouais. Est-ce que je sais pas si c'est mon passé de militant ou si c'est ma personne qui fait que j'ai été militante. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je pense que ça se voit quand je parle. Et d'extrêmement en colère, donc, et depuis longtemps. Donc c'est ça qui m'a poussée dans le militantisme. Parce qu'il faut avoir une certaine rage, on va dire, pour se lever à 4h du matin, quand il fait -5, et se dire c'est super, je vais aller bloquer un entrepôt Amazon, puis je vais m'enchaîner un truc, et puis c'est trop bien. Puis après, je vais aller en garde à vue, puis... Donc je pense en fait que c'est ma personne qui m'a poussée dans le militantisme, et après la politique a été la suite logique parce que les Gilets jaunes ont échoué, en fait. C'est ça enfin, on échoué à produire la vraie révolution sociale qu'on espérait, mais en fait, je voyais plus comment faire dans le mouvement social après les Gilets jaunes, et en fait, je me suis dit, la répression a été tellement violente que je me suis dit, bon, on a encore la chance de pouvoir voter, on a encore la chance d'avoir des droits civiques, même si c'est compliqué, même si on sent que le régime se durcit, etc. Il faut utiliser ces fenêtres de tir qu'on a... parce que c'est peut-être les dernières. Donc ça aussi, pareil, à tous les gens qui seraient dépités par le vote, et je le comprends tout à fait, il faut essayer. De toute manière, t'as rien à perdre et ça t'empêche pas de faire autre chose, et même si tu crois pas totalement à l'efficacité de la chose, en fait, on sait pas ce qui va se passer après. Donc il faut prendre toutes les ouvertures qu'on a, et c'est pour ça que j'ai rejoint la France Insoumise, parce que je me suis dit, il faut qu'on gagne... faut qu'on gagne les institutions, quoi. Mais effectivement, et quand je suis arrivée, oui, bah, de fait, je suis quelqu'un qui comprend la notion de rapport de force, on va dire, puisque je l'ai exercé longtemps et que c'était... voilà, dans la campagne Amazon, c'était qu'une histoire de rapport de force, sur quel levier t'appuies. Et donc, je pense que ça se retranscrit, en fait, dans ma manière de parler. C'est que je suis quelqu'un de très concret, concret-au-concret. Enfin, je suis dans le terrain, quoi. Je suis pas un télo, j'ai mon petit côté intello et tout, mais en fait, c'est pas comme ça que je fais en politique. Oui. Je cite personne. D'ailleurs, moi, je suis la seule de la France Insoumise à pas finir mes discours en citant des poèmes. Je respecte pas la tradition. Mais voilà, je pense qu'en fait, je me sers des situations que je vois, que je vis, pour les recracher à la gueule, pardon, de nos dirigeants, parce que c'est ça, en fait. C'est vrai, c'est ça que j'ai vu, c'est que tu te servais beaucoup de tes questions au gouvernement pour ramener à des questions locales à l'échelle nationale, en fait. Ouais, tout à fait. Et ça fonctionne. En fait, bah, ça fonctionne, mais parce que c'est ce que ne font plus les médias, et c'est ce qui en fait, il y a 80% des Françaises et des Français n'ont pas de représentation à la télé. N'ont pas la parole déjà, mais en plus ils sont mal représentés, ils sont caricaturés, on parle à leur place et on dit n'importe quoi. Le français moyen, le Pascal Pro, tous les gens qui parlent vulgairement, qui disent n'importe quoi en pensant coller à l'esprit du peuple, je trouve ça dégueulasse, déjà humiliant. Et tous ces gens qui n'ont pas idée du niveau de débrouille, de misère sociale, de tout ce qu'il faut faire pour exister, qui prennent les Français pour des feignants.
C'est insupportable. C'est insupportable. Moi, j'aimerais tous les envoyer en stage dans ma circo, sérieusement. Non, mais vraiment, enfin, j'aimerais tous qu'ils voient ce que c'est travailler chez Renault ou eux, qu'ils voient ce que c'est travailler dans un entrepôt logistique, être aide à domicile, être femme de ménage, qu'ils comprennent, en fait. Ils comprennent ce que c'est les lycées pro qui sont à 100 km de chez toi et tu sais pas... Enfin, même ton orientation professionnelle, tes études, elles seront dictées par là où tu habites. Enfin, qu'ils comprennent la vie, en fait. Ils connaissent pas la vie. Ils connaissent pas la France, ils connaissent pas les Françaises et les Français. Et donc, en fait, moi, je me sens un peu obligée de redonner la parole aux gens que je rencontre tous les jours dans ma circonscription en racontant leurs histoires, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Et donc, oui, je me sers de ce que je vis, de ce que je vois. Et puis, parce que ça me fout la rage, en fait. C'est des gens qui sont tellement méritants, qui méritent tellement mieux que ça. Et donc, j'essaye de parler de leur situation. Et donc, forcément, j'en parle avec colère et je pense que ça se sent. Des fois, je suis un peu trop en colère, je pense aussi, mais bon, je pense que j'ai une voix singulière pour ça, hein, c'est clair. Je pense que je suis connue pour être madame émotion de l'Assemblée nationale, quoi. Je suis c'est quoi déjà le vice-versa? Je suis les 5 bonhommes en même temps. Non, je suis le rouge et la bleue, surtout celle qui pleure tout le temps et celui qui est super énervé. Ouais. Alors, il nous reste 2 questions, Alma. On reçoit Sandrine Rousseau cet après-midi. Ouais. Et vous avez beaucoup de points communs, notamment au niveau de l'écologie populaire. Ouais, oui. Si tu devais lui laisser un mot aujourd'hui, ce serait quoi? Coucou Sandrine. Accroche-toi. C'est pas facile d'être Sandrine Rousseau. C'est quelqu'un de très courageux quand même. Parce que je crois que ça a été la femme la plus harcelée de France, en fait. Des fois, elle est un peu dans la provoque aussi, mais elle dit des choses qui sont au fond très justes quand tu prends le temps de l'écouter, de rembobiner, de te poser. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour ça. C'est quelqu'un dont je sens aussi une forme de bonté, de sincérité. Voilà, Sandrine, je te kiffe, continue. Et puis j'espère qu'on va, grâce à toi, on va trouver des points d'entente pour une union avec les écologistes. Alors, petit disclaimer avant la dernière question. On est un média qui porte beaucoup la question queer. Ouais. Et donc, on veut te poser une question là-dessus. Vas-y. Ok, cool. T'as toujours assumé ton identité lesbienne, mais sans en faire un axe, ton principal axe de lutte, pardon. Pourquoi ce choix et comment ça s'articule avec ton parcours d'élu et de militante écologiste et sociale? Pourquoi ce choix? Parce que, en fait, tout naturellement, j'ai toujours été tournée vers autrui. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'est mal formulé, mais en fait, mon parcours d'engagement, il a toujours été, depuis que je suis toute petite, lié aux injustices sociales et au climat. Il y a un truc. Et en fait, il y a aussi, je pense, le fait d'avoir été, de m'être rendu compte que j'étais lesbienne assez tard aussi dans ma vie. Donc du coup, du fait que je me suis, c'est un peu arrivé. Enfin, cette réalisation-là est arrivée assez tard. Je militais déjà. Ça s'est passé relativement bien pour moi parce que j'étais déjà adulte et que du coup j'ai pas subi la pression du collège, du lycée, des parents. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses traumatiques que j'ai pas vécues. Parce que moi je l'ai fait à 24 ans, je vivais à Paris à cette époque-là, mon coming out, je veux dire. Et donc en fait je pense que de ce fait-là, j'ai ressenti le besoin de vivre ça dans une sphère intime et j'ai pas forcément ressenti un énorme besoin de militer. Et après, il y a eu aussi le fait d'aller dans là où je vis maintenant, de porter beaucoup de combats, et où en fait j'ai eu peur aussi dans mon identité politique que je voulais pas être définie comme la lesbienne de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un peu ça que font les médias quand même. Ouais. Et vraiment beaucoup même. Ouais. Et en fait, j'avais peur qu'en appuyant trop dessus, je voulais pas être dans le placard non plus. Je voulais absolument pas me cacher, faire semblant que c'est pas le cas. Mais je voulais vraiment pas qu'on me ramène à ça en permanence alors que mon discours se veut justement essayer de trouver le maximum de points communs entre l'écologie et les classes populaires qui sont déjà des choses que volontairement les médias antagonisent.
volontairement, ils défendent l'idée que les classes populaires sont foncièrement hostiles à l'écologie, etc. Donc j'essaie déjà de faire des ponts entre deux sujets qui sont lourds à porter, dans un territoire qui est dur à porter. Aussi, j'essaie de faire des ponts entre aussi la communauté musulmane et les classes populaires blanches chez moi. Enfin voilà, j'ai plein de ponts à construire. Et aussi entre les personnes queer et la communauté musulmane. Enfin, c'est tout ça. Et donc, je voulais pas être résumée à ça, quoi. Et je leur faisais pas confiance pour pas me résumer à ça. Ouais. Peut-être que le monde a changé, hein, mais moi, j'y crois pas une seconde. Donc, j'avais trop peur d'être la lesbienne de service. Je suis désolée, hein, c'est terrible de dire ça comme ça. Et donc, en fait, j'ai décidé de pas trop en parler, de garder ça dans ma sphère intime, ce qui protège aussi la personne avec qui je suis, il y a plein de choses. Et aussi, je pense que et puis mon milieu queer, ma famille queer, mes amis queer, parce que j'en ai beaucoup, je pense que de les garder un peu secrets, enfin, d'avoir ça m'a aussi aidé à avoir une vie à moi. Après, c'est des endroits de tiraillement, hein, c'est pas facile non plus tous les jours. Donc voilà, j'en suis à des réflexions, je vais voir. Après, j'évolue au fur et à mesure du temps, peut-être que c'est quelque chose que je mettrais plus en avant pour ma propre intégrité, identité, je sais pas. En tout cas, c'était mon choix et je le regrette pas pour l'instant. Mais j'ai jamais voulu être dans le placard, donc je regrette pas que les gens me posent des questions. Je me suis toujours dit, si on te pose la question, tu réponds sincèrement. Si on te la pose pas, t'en parles pas, quoi. Ouais, c'est vraiment une idée de vivre ton identité toi-même et qu'on te la placarde pas sur toi et que tu sois obligé de la vivre à travers la vision des autres, etc. Mais exactement, mais je pense que les personnes racisées le comprennent très bien. Je pense par contre qu'elles peuvent malheureusement pas le cacher et pas choisir, mais en fait, d'être ramenées constamment à un rôle de minorité, être essentialisée, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout, en fait. Et d'être la caution machin de n'importe... c'est trop chiant. Donc je pense qu'on peut se retrouver là-dessus. Oui, c'est pas simple du tout. Et donc du coup, si tu peux cacher des choses, ou en tout cas, des fois tu le fais parce que t'as autre chose à offrir au monde que juste ton identité. Et voilà. Et donc on est des êtres humains. Mais en tout cas, je sais pas quoi dire de plus. J'espère. Je me suis aussi beaucoup demandé si la communauté queer... Je sais que la communauté queer a l'air de le comprendre, puisqu'en fait, j'ai beaucoup de soutien, je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'amour. Ouais. Donc ça va. Parce que je me suis vraiment demandé si ça allait être perçu comme une forme de trahison, une forme de... Et non, pour l'instant, et de toute manière, pour l'instant, on n'a pas eu de gros projets de loi qui soient arrivés à l'Assemblée où il fallait que je monte au créneau, mais c'est sûr, évidemment que je le ferai et que je serai en première ligne quand ça arrivera. Mais oui, donc je suis très très reconnaissante à la communauté queer de comprendre ce que je veux dire quand je dis ça et d'être avec moi beaucoup parce que je le sens et ça me touche énormément, donc merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Très inspirant. Très joli. Merci beaucoup. Merci.